C'était mieux avant. C'est une phrase qu'on a tous déjà entendue. Et en soi, la phrase n'est pas importante, hein, c'est le contexte de la phrase qui va l'être. Parce que cette phrase veut tout et rien dire, il faut un contexte, sinon elle ne mène à rien. Mais quand les gens parlent d'avant, j'ai l'impression qu'ils parlent d'un avant qu'ils n'ont pas forcément connu. Il y a des gens qui vont dire c'était mieux avant, dans les années 80, alors qu'ils n'ont jamais foutu les pieds dans les années 80. Et au contraire, il y a des gens qui vont dire c'était mieux avant en ayant précisément la situation en tête en quoi c'était mieux avant. Et souvent, la période qu'on désigne comme étant celle d'avant, c'est une période d'enfance. Et c'est vrai que l'enfance, ça provoque plein d'émotions. C'est une période où on est hyper sensible, une période de construction où on est vraiment enclin au changement. C'est pas dur de faire changer d'avis à un gosse, parce que justement, c'est un gosse. Et c'est hyper simple d'altérer la construction d'un gosse. Il suffit d'une phrase insignifiante, d'un seul moment, pour changer la façon de penser d'un gosse. Et donc forcément changer la façon de penser d'un futur adulte. Tout ce qui se passe quand t'es gosse peut être hyper marquant. Et pas que des événements, juste même des odeurs. Moi j'ai un souvenir hyper précis de la première fois que j'ai senti l'odeur de la pierre mouillée. Et pour aucune raison, l'odeur de la pierre mouillée, c'est une odeur qui me reste encore en tête. C'est exactement comme l'odeur du bois qui brûle. J'adore cette odeur. Et tout ça, ce sont des odeurs découvertes durant l'enfance. Des odeurs qui, moi, me rappellent avant. Vous savez, c'est drôle parce que je vous parle de ça alors que c'était pas du tout le but de ce début de vidéo. En fait, j'avais écrit une intro d'une page et demie sur le sujet d'aujourd'hui, mais en le lisant, je me suis dit non, c'est nul. En fait, je peux aller là où j'ai envie d'aller bien plus simplement en vous parlant comme je suis en train de le faire maintenant, sans aucun texte. Toute mon intro que j'avais prévue de base avec des extraits de films, avec des exemples et des contre-exemples, en fait, il peut être résumé à une seule question. Est-ce que les jeux vidéo multijoueurs, c'était mieux avant? Pourquoi en jouant à des jeux multijoueurs incroyables, j'ai quand même l'impression que c'était mieux avant? Les graphismes, ils étaient pas mieux avant. C'est quoi alors? C'est le gameplay? C'est l'immersion? Non, c'est pas ça. Non, c'est simplement le jeu vidéo sans ces microtransactions en fait. Sans ces lootbox et surtout sans ces immenses pièges qui envahissent les jeux multijoueurs. Fortnite, Rocket League, Destiny 2, Overwatch 2, Rainbow Six, Call of Duty, Apex Legends. Comment on en est arrivé là? Comment est-ce que cette chose a pu fonctionner et se répéter en boucle? Comment est-ce qu'on est arrivé à l'ère des Battle Pass? Je vous prends une minute pour vous dire que c'était tendu de sortir la vidéo parce qu'on commençait vraiment à être à court en termes de budget. Parce que ça fait 2 mois actuellement sans sponsor sur la chaîne. J'étais à 2 doigts d'ouvrir une page Tipeee quand est arrivé le Saint Graal, le Holy Grail. Holy Grail? Putain. Holy, c'est une marque de boisson qui ne cherchera pas à vendre vos données personnelles à travers un launcher pour un jeu bizarre d'un pays bizarre. Comme toutes les marques qui m'ont contacté pour faire une sponsor, mais j'ai refusé parce que ici on n'est pas des gros. Ils ont 3 types de boissons différentes qui remplacent vos sodas et boissons énergisantes. Vous avez besoin d'un coup de boost? Pourquoi pas tester le Strawberry Shark? Sans taurine, il vous donnera l'énergie nécessaire pour passer la journée. Vous souhaitez vous désaltérer en masse? Bah prenez la gamme Iced Tea de Holy qui vous propose plein de goûts différents, comme mon préféré, le Apple Green Tea. Ou alors vous êtes un sportif. Holy Hydratation vous accompagne dans le sport avec plein de goûts différents, comme le fraise kiwi par exemple. Selon moi, le meilleur goût de la gamme hydratation. Vous ne savez pas quoi choisir parce qu'il y a des couleurs partout et je parle un peu vite, prenez le pack découverte. J'ai 2 codes à vous proposer. Le code AIKU5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande et directement appliqué si vous passez par le lien en description ou en commentaire épinglé. Et le code AIKU qui vous offre 10% de réduction sur vos commandes même si vous êtes déjà un client régulier. Attention, les 2 codes ne sont pas cumulables, c'est soit l'un, soit l'autre. Et l'info supplémentaire, c'est que pour la première fois dans une sponsor, vos achats impactent directement ce que Holy me paye. Donc merci énormément à tous ceux qui feront une commande avec l'un de ces 2 codes. Grâce à vous, je peux continuer à vivre de cette chaîne. Maintenant, retournons au Battle Pass. Le Battle Pass, c'est un moyen pour un joueur d'obtenir des objets dans un jeu en échange d'une petite somme d'argent et d'un peu de son temps. Tenez, un exemple super simple. Sur le jeu Rocket League, il y a un Battle Pass qui s'appelle le Rocket Pass et qui coûte 1000 crédits. L'équivalent de 10 $. Et une fois acheté, chaque partie vous rapporte des points d'expérience pour vous faire passer les paliers du Battle Pass. Paliers auxquels à chaque fois vous allez gagner un objet. Plus vous jouez, plus vous passez de niveau et plus vous débloquerez des objets. Le pass vous donne accès à la possibilité d'avoir tous les objets, il ne vous les donne pas directement. Et de nos jours, les Battle Pass envahissent la sphère de jeux multijoueurs, tous avec leur propre manière de fonctionner, mais avec un point commun. Ils sont là pour être achetés. Mais l'argent des joueurs, ce n'est qu'en réalité une partie de ce que désire le Battle Pass. Et pour comprendre le réel intérêt du Battle Pass, on va devoir comparer les différents Battle Pass. Mais pas que ça, on va aussi devoir se poser la question, il y avait quoi avant les Battle Pass? Et ça mène à une deuxième question. Ça a commencé quand l'invasion des Battle Pass? Et ça c'est marrant parce que ça mène à une troisième question, et promis c'est la dernière, c'était quand le premier Battle Pass? Qui est le tordu qui a inventé un système qui marche aussi bien? Un système qui domine le monde du jeu vidéo depuis plus d'une demi-décennie. Du coup, j'ai cherché et la réponse est vraiment pas dure à trouver. Ce qui est considéré comme le premier jeu à avoir eu un Battle Pass, c'est Dota 2.
Dota 2, c'est l'un des plus gros jeux sur Terre et pourtant en France, c'est un jeu pas très populaire. Le principe, il est super simple. Vous avez 5 joueurs contre 5 joueurs, tous avec des personnages différents et la première équipe qui détruit la base adverse a gagné. C'est le même principe que League of Legends. Et pourtant, avec un principe aussi simple, ça reste un jeu hyper complexe, avec de nombreuses subtilités, mais qui au final peuvent se résumer à « il faut détruire les méchants avant de nous faire détruire ». Et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu ultra populaire. Regardez, la Coupe du Monde, elle a lieu chaque année et les cash prizes, ils sont énormes. Le plus gros cash prize, c'était en 2021 avec 40 millions de dollars. En fait, si vous allez voir les plus gros prix de tournois dans l'histoire du jeu vidéo, bah on voit que le top 7, c'est juste des Coupes du Monde de Dota 2. Et seulement derrière ta Fortnite, considéré largement comme un des jeux les plus populaires du monde, voire peut-être le plus populaire du monde. Les récompenses sur Dota 2 sont hyper impressionnantes. Et pour la Coupe du Monde en 2013, Valve, les créateurs du jeu, ils ont lancé un prototype de Battle Pass, le Compendium. Et en dehors du fait que le nom est super stylé, c'est aussi un Battle Pass hyper complet. Regardez, si on prend en comparaison Rocket League en 2024, les joueurs ils achètent le pass, ils jouent et à chaque niveau ils ont un petit objet en récompense. Comparé au Compendium, les Battle Pass d'aujourd'hui sont réellement nuls. Un Compendium ça coûtait 10 $. Mais c'est tellement complet et complexe qu'il existe des guides entiers qui expliquent son fonctionnement. Déjà, il faut savoir que pour chaque achat, 25% va directement dans le cash prize de la Coupe du Monde. Autrement dit, acheter ce Battle Pass a un impact direct sur la cagnotte du tournoi. Et à chaque palier de la cagnotte, le Battle Pass, il va évoluer. C'était vraiment pas mal, hein. Vous pouviez obtenir des récompenses de manière aléatoire en regardant les matchs du tournoi, des cosmétiques par exemple. Vous pouviez faire des pronostics sur les différents vainqueurs et recevoir un score de bonnes réponses à comparer avec vos amis. Vous pouviez jouer des games où les compositions de matchs de tournoi étaient recopiées. Vivre à votre niveau un match qui a eu lieu au niveau professionnel. Vous pouviez choisir votre équipe préférée et à chaque fois que vous jouiez, vous rapportiez des points à votre équipe. Chaque semaine, on comptait les points qu'ont rapporté tous les supporters à leurs équipes et les supporters de la plus grosse équipe recevaient des récompenses exclusives. Rien que tout ça, c'est déjà incroyable. Rien que tout ça, ça pulvérise 95% des Battle Pass actuels. Mais le truc le plus kiffant, le truc le plus incroyable, enfin selon moi le plus incroyable, je vous le présente maintenant. Vous pouviez former 2 équipes avec tous les joueurs pro que vous voulez, mettre tous vos joueurs préférés dans la même équipe si vous voulez, vous en foutez. Et les 2 formations les plus demandées, les 2 équipes de rêve devaient jouer un match pour le fun sur scène avant le début de la réelle compétition. Imaginez vos 5 joueurs préférés sur scène dans la même équipe. Tous les joueurs du jeu veulent assister à ça. J'ai fait que vous citez les choses les plus importantes parce qu'en réalité, avec le Compendium, tu passais de simples spectateurs de la Coupe du Monde à réellement vivre la Coupe du Monde. 10 $, c'était le prix pour vivre une expérience beaucoup plus immersive. Et vous vous en doutez, mais ça va être un immense succès. Tout le monde adore ce qu'il y a là-dedans. Ça va être 1,2 million de dollars rajoutés à la cagnotte. Autrement dit, avec le calcul vite fait, c'est 480 000 personnes qui ont acheté le Compendium. C'est monumental. Ça, c'est le premier exemple de Battle Pass. Vous achetiez un accès à des récompenses, mais pour les débloquer, il fallait effectuer des actions. Et ça, c'était en 2013. Mais c'est pas en 2013 qu'a commencé l'invasion des Battle Pass. Non, l'invasion, elle a commencé en 2018. Mais pour comprendre pourquoi en 2018, je vous l'ai dit, on va devoir s'intéresser au modèle économique qui a dominé le jeu vidéo avant le Battle Pass. Et là, je suis très content parce que pour vous parler de ça, j'ai le meilleur exemple possible. Un exemple que beaucoup de gens connaissent, un exemple que beaucoup d'entre vous ont déjà reconnu rien qu'avec la musique. Overwatch. J'ai passé des centaines d'heures sur Overwatch. C'était la grande époque des jeux Blizzard. Je passais mes journées à jouer à Hearthstone, à Overwatch. Et j'étais vraiment pas mauvais, hein, surtout à Hearthstone. Hein. J'étais même assez bon. Voilà, et comme c'est un des seuls moments où je peux m'en vanter, j'en profite. Mais du coup, Overwatch, à la base, c'est un jeu en 6 contre 6 où les objectifs variaient selon les parties. Il fallait soit contrôler un endroit plus longtemps que l'adversaire, prendre des points de contrôle sur une map, ou encore pousser un convoi d'un point A à un point B. Chaque personnage avait des compétences différentes, c'était nerveux, dynamique, coloré, les musiques étaient folles. Et on avait plein de détails sur les personnages pour venir donner de la profondeur à l'univers. Des bandes dessinées, des trailers, j'ai toujours la petite larme à l'œil quand je vois le court-métrage sur Bastion. Et dans Overwatch, le modèle économique du jeu, en dehors de son prix de base, c'était les lootbox. Et justement, les lootbox, c'était le modèle économique qui avait envahi les jeux multijoueurs avant les Battle Pass. Pour ceux qui connaissent pas les lootbox, le principe est super simple. C'est comme un paquet de cartes Pokémon, vous avez 95% de chance de l'ouvrir et de pleurer parce qu'il n'y a rien dedans, et 5% de sauter de joie parce que ce que vous avez trouvé dedans est incroyable. Et dans le cas d'Overwatch, c'est que des cosmétiques, des graffitis, des répliques de persos, des skins, rien qui affecte le gameplay. C'est pas échangeable, c'est pas vendable, c'est juste du pur bonus.
Et c'est pas toujours le cas parce que tu as d'autres jeux où les lootbox, elles ont un impact sur le gameplay. Dans les jeux FIFA par exemple, vous récupérez des joueurs à mettre dans votre équipe. Et donc forcément, leur capacité et leur performance vont affecter votre gameplay. Et d'ailleurs, les joueurs que vous recevez et que vous ne voulez pas, vous pouvez les mettre en vente, ce qui fait que ça va aussi directement impacter votre économie. Les joueurs sont vendables, sont échangeables. Un peu comme dans Counter-Strike par exemple, là où vous recevez des skins qui n'affectent pas le gameplay mais qui peuvent s'échanger et se revendre extrêmement cher. Chaque jeu a son propre type de lootbox et chaque jeu a ses propres manières d'obtention. Sur Overwatch, vous pouvez les recevoir en jouant ou en les achetant. Sur FIFA, vous pouvez les acheter avec la monnaie que vous obtenez en jouant ou avec votre propre argent. Et sur Counter-Strike, vous pouvez en recevoir ou en acheter, mais dans les deux cas, il vous faudra une clé payante. Les récompenses sont différentes, les manières d'obtention sont différentes, mais le principe est le même. C'est comme au casino. Tu cliques sur un bouton et t'espères toucher le jackpot. Le modèle de la lootbox, il va régner en maître sur les jeux multijoueurs pendant des années parce qu'il est très efficace. Il est efficace parce qu'il provoque du bonheur aux gens qui l'utilisent. C'est des petits shots de dopamine. Le stress de voir la roulette tourner et d'espérer tomber sur un objet légendaire. Énormément de gens vont devenir accros et dépenser des milliers de dollars pour assouvir leurs besoins d'adrénaline. Leur besoin de ressentir de la satisfaction quand une fois sur 100, ils vont tomber sur l'objet légendaire. En 2022, Overwatch devient Overwatch 2. Overwatch 2, c'est un tas de belles promesses qui ne sera pas tenu et qui va enterrer la licence. Overwatch 2, c'est pas simplement un nouveau jeu qui sort, non, c'est Overwatch qui devient Overwatch 2. Impossible de rejouer à Overwatch. Je vous passe le fait que Blizzard va traverser d'immenses scandales, que de nombreux leaders du projet Overwatch vont quitter le navire durant la production d'Overwatch 2 et que le jeu, une fois sorti, va être une immense déception. Parce que ce qui va réellement nous intéresser ici, c'est pas le jeu. Ils ont enlevé les lootbox et ils ont ajouté un Battle Pass. Ils ont profité de l'évolution du jeu pour faire évoluer le modèle économique. Pourquoi ? Alors la réponse courte, c'est pour faire plus d'argent, mais la réponse longue, elle contient un scandale mondial, des lois gouvernementales et la preuve que oui, on peut prendre les gens pour des grosses vaches à lait, mais pas trop non plus quand même. Donc si vous voulez savoir quelle est la deuxième chose que veulent les grandes entreprises en dehors de votre argent avec les Battle Pass et pourquoi le système de lootbox toujours existant sur d'autres jeux est bien moins populaire maintenant, c'est maintenant que je vous explique tout ça, tout en commençant avec une question. Vous connaissez Star Wars ? Wow, la vidéo va tellement se faire démonétiser avec la musique, n'hésitez pas à vous abonner pendant que je mets une musique libre de droit. Star Wars, on sait tous plus ou moins ce que c'est. Les gentils, c'est les bleus-verts, les méchants, c'est les rouges, bagarre, Dark Vador, la Force, Ewan McGregor qui joue le meilleur personnage. Bref, Star Wars, c'est une des plus grandes licences audiovisuelles au monde, et bien évidemment, il y a des centaines de jeux vidéo Star Wars. Et celui qui va déclencher un cataclysme politique à l'échelle mondiale, il s'appelle Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2 sorti en 2017, c'est la suite de Star Wars Battlefront tout court sorti en 2015, qui est lui-même basé sur Battlefront sorti en 2004. Et on commence à ne plus rien comprendre sur la timeline. Donc on va simplifier tout ça. Dans Battlefront 2, vous pouvez jouer des soldats ou des héros de la saga Star Wars, et le but c'est d'être plus fort que l'équipe adverse. C'est un jeu avec une campagne solo, mais les joueurs s'attardent plus sur le côté multijoueur avec des grandes batailles hyper impressionnantes dans l'univers de Star Wars. Et le jeu, il est bourré de lootbox. Des lootbox qui vont avoir un immense impact sur le gameplay. Ce qui fait que si vous voulez gagner, il va falloir votre carte bancaire pour acheter un maximum de lootbox et prier pour tomber sur l'objet légendaire qui vous rendra surpuissant. C'est tellement mal passé auprès des joueurs. En réalité, EA Games, l'éditeur du jeu, avait tellement forcé sur les lootbox que toute la communauté Battlefront commençait à lancer des gigantesques appels au boycott. Et c'était tellement immense que EA va perdre 10% de sa valeur boursière. C'est plus de 3 milliards de dollars qui partent en fumée juste parce que les joueurs se révoltent. Tout le monde en avait marre des lootbox, mais le fait que EA pousse le concept aussi loin, ça a été le déclencheur de centaines de milliers de plaintes de la part des joueurs. Des plaintes qui vont avoir des répercussions légales. Les différents gouvernements, ils vont regarder ça de très près et certains pays vont affirmer que ouais, c'est des casinos ouverts à n'importe qui en fait. Les lootbox rendent les enfants accros aux jeux d'argent. Et c'est pas pour rien que les casinos c'est interdit en dessous d'un certain âge, et avec les lootbox, c'est comme si les éditeurs de jeux vidéo pouvaient contourner cette loi et installer directement une immense machine à sous dans votre salon. EA a précipité la chute d'un modèle économique tout entier juste parce qu'ils voulaient encore plus d'argent. Et ils vont tellement servir d'exemple, hein. Regardez ce qu'ont fait les Pays-Bas. Ils vont filer une amende de 10 millions d'euros à EA pour l'utilisation des lootbox dans leur jeu FIFA. Et EA, ils ont répondu qu'ils n'allaient pas la payer cette amende, parce qu'il n'y avait aucune preuve que les lootbox dans FIFA étaient addictives. Comment dire? Ouais.
Et une fois qu'ils avaient compris qu'ils allaient devoir vraiment payer l'amende, ils ont quand même osé dire « S'il vous plaît, n'en parlez pas au public, ça pourrait vraiment blesser notre réputation. » Bon, du coup, comme on est au courant de cette histoire, vous en doutez que les Pays-Bas, ils en ont eu rien à foutre de EA. Sauf qu'en fait, non. 2 ans plus tard, on a appris que EA avait réussi à finalement esquiver l'amende. Ils ont réussi à convaincre la justice de changer d'avis. Mais heureusement, EA va pas s'en sortir indemne pour autant. En réalité, énormément de pays vont tout simplement interdire les lootbox. Regardez, si vous habitez en Belgique, vous ne pouvez plus ouvrir de caisse sur Counter-Strike. C'est devenu illégal. Et en Occident, c'est réellement le scandale Star Wars Battlefront 2 qui a réellement causé toute cette vague de lois qui interdisent les lootbox. Mais dans les pays asiatiques, ça faisait déjà des années que les lois avaient été mises en place pour réguler tout ça. En réalité, EA n'a fait que provoquer l'ultime coup de grâce à un modèle économique que tout le monde commençait déjà à détester. On est donc en 2017 et faire un jeu avec des lootbox maintenant, c'est être associé avec EA et Battlefront. Et personne ne veut ça. Donc il faut trouver un nouveau modèle économique pour faire un maximum d'argent sans que ce soit un casino accessible aux enfants. Vous savez, c'est là qu'un tournant dans l'histoire du jeu vidéo a eu lieu. C'est là que Fortnite a débarqué. C'est là qu'ils ont trouvé le nouveau système qui allait rendre accro des centaines de millions de joueurs sans qu'ils s'en rendent compte. C'est là qu'ils ont introduit le Battle Pass. Un système bien plus ingénieux et bien plus efficace que les lootbox parce que prendre votre argent, ce n'est pas le seul objectif du Battle Pass. Vous voyez, avec les lootbox, quelqu'un d'extrêmement riche pouvait obtenir tout ce qu'il voulait en payant. Et quelqu'un qui ne voulait pas mettre d'argent devait alors jouer pendant des centaines d'heures pour ouvrir quelques malheureuses lootbox en espérant toucher le gros lot sans céder à l'envie de mettre quelques euros pour augmenter ses chances. Ici, avec le Battle Pass Fortnite, c'est très différent. On te montre dès le début à quoi tu auras accès gratuitement et à quoi tu auras accès en payant. Il n'y a plus de notion d'aléatoire, c'est plus un casino pour enfants, c'est la garantie d'avoir les objets que tu veux à condition que tu joues assez pour les obtenir. Et ceux qui n'ont pas le temps de jouer, ils peuvent toujours tout acheter d'un coup, mais c'est absolument pas obligatoire. Si tu prends le Battle Pass, tu sais qu'au niveau 70, t'as ton skin légendaire qui t'attend, le même skin pour tous ceux qui atteignent le niveau 70. Aucune place pour l'aléatoire. Et rien que ça va plaire à tous ceux qui en avaient marre des lootbox, marre de la frustration de jouer des heures pour recevoir des objets nuls. Mais ça va pas s'arrêter là. Epic Games, les créateurs de Fortnite, ils vont être encore plus malins que ça. Et c'est une des raisons du succès mondial de Fortnite. Ils vont offrir de la monnaie payante dans le Battle Pass. Dans Fortnite, la monnaie virtuelle s'appelle des V-Bucks. Et 100 V-Bucks, ça coûte 1 $. Et que ce soit dans la partie gratuite ou la partie payante du Battle Pass, on pouvait gagner des V-Bucks. Donc si vous êtes jeune et sans argent, si vous arrivez à jouer suffisamment à travers les différentes saisons, vous pouvez obtenir assez de V-Bucks pour acheter un Battle Pass. Mais c'est pas fini. Si vous achetez le Battle Pass 950 V-Bucks et que vous le terminez, vous finissez avec 1200 V-Bucks. Suffisamment d'argent pour acheter le prochain Battle Pass sans débourser le moindre centime. Et en plus de ça, vous repartez avec un bonus. Votre temps de jeu vaut de l'argent. Parce qu'avec le Battle Pass, Epic Games a compris quelque chose qui a révolutionné les modèles économiques des jeux vidéo en ligne. Le temps d'un joueur rapporte 1000 fois plus que son porte-monnaie. Parce que voilà comment ça va se passer. Une grande partie du public va faire l'achat initial de 950 V-Bucks pour acheter le premier Battle Pass. Et offrir l'occasion aux gens qui ont le temps de pouvoir éviter de payer leur prochain Battle Pass, c'est s'assurer qu'ils vont passer le temps qu'ils ont sur Fortnite et pas sur un autre jeu. Ceux qui ont acheté le Battle Pass mais qui n'ont pas réussi à aller assez loin pour le rembourser, ils vont devoir, s'ils le souhaitent, repasser à la caisse pour le prochain Battle Pass. Epic Games, ils ont annoncé que le Battle Pass prenait entre 75 et 150 heures pour être complété. Donc pour obtenir les 950 V-Bucks nécessaires pour le prochain Battle Pass sur les 1200 disponibles, on va dire qu'il faut 60 heures dans le meilleur des cas. Une saison durait à l'époque 2 mois. Donc dans le meilleur des cas, il faut jouer 60 heures en 60 jours. 1 heure par jour, tous les jours pendant 2 mois. Et c'est là que jouer devient une obligation pour ne pas se sentir stupide de passer à côté du remboursement de son pass. Ceux qui n'ont pas le temps vont devoir repasser à la caisse et ceux qui ont le temps vont décider de le passer sur Fortnite. Parce que c'est plus juste un jeu, c'est le remboursement d'un investissement initial. Et ça peut faire marrer certaines personnes parce qu'au final c'est 10 balles, c'est pas énorme. Ne pas rembourser un investissement de 10 balles, c'est pas la mort. Mais la grande majorité des joueurs de Fortnite, c'est des enfants, des adolescents, des gens qui n'ont pas de moyens pour payer en ligne. Ça veut dire qu'ils sont dépendants de leurs parents. Quand t'es gamin, t'as pas envie de prendre le risque que tes parents refusent de payer. Tu préfères avoir directement le contrôle, avoir le choix d'acheter oui ou non ton Battle Pass. Donc tu vas te buter au jeu, tu vas y passer des heures. Tu passes des heures, du coup tes potes y passent des heures et de plus en plus de monde y passe des heures. À ça tu rajoutes des nouveautés ultra fréquentes, des events à suivre en direct avec des dates et des heures précises et là t'as la recette parfaite pour créer le jeu qui va marquer toute une génération. Fortnite a profité de la chute d'un modèle économique pour devenir leader d'un tout nouveau modèle. Un modèle qui va maintenir des millions de joueurs assis devant leur écran pendant des années.
Et quand tu devais choisir à quoi t'allais jouer ce soir, des fois tu te disais bah, je dois jouer à Fortnite. C'est bientôt la fin de saison et j'ai toujours pas débloqué cet objet du pass. J'ai toujours pas débloqué les V-Bucks pour acheter le prochain, etc., etc. Faire des Battle Pass éphémères. Des Battle Pass qui au bout de 2 mois seront désactivés et les objets dedans ne seront plus jamais récupérables. Jouer sur la peur des gens de ne pas obtenir quelque chose qui va peut-être disparaître à tout jamais. Et il y a un terme en anglais pour ça, on appelle ça le FOMO. La peur de rater quelque chose qui ne reviendra peut-être jamais. Passer à tout jamais à côté de ce skin unique que vous auriez eu si seulement vous aviez joué un petit peu plus. Et maintenant que les Battle Pass sont partout, il faut choisir à quoi tu joues en fonction de qu'est-ce qui est le plus rentable à jouer. Et encore, ça ce sont des Battle Pass à cosmétiques, mais d'autres jeux sont déjà dans des dérives pires que ça. Des Battle Pass qui affectent le gameplay. Des Battle Pass marqués en grand. Tu veux être fort? Eh bien joue 400 heures pour débloquer l'objet légendaire ou achète-moi et deviens directement trop fort. Des Battle Pass infaisables, beaucoup trop longs qui poussent à l'achat si on veut pas se faire exploser en game. Vous savez ce qui va se passer? Un jour EA va introduire un Battle Pass impossible à terminer, un Battle Pass de 60 jours uniquement terminable gratuitement si on se saigne pendant des centaines d'heures pour obtenir des objets beaucoup trop impactants sur le gameplay. Et là encore, ça va faire un scandale. Et là encore, les joueurs vont se révolter. Et là encore, de nouvelles lois vont être adoptées. Et ce sera la fin de ce modèle économique. On pousse les joueurs au bout de leurs limites. Pour les éditeurs, c'est un immense château de cartes et le premier à le faire tomber subira la colère de la foule et perdra des milliards en valeur boursière. Et je me demandais si c'était mieux avant, mais on a bien vu que non. Au final, le premier Battle Pass c'est 2013 et les lootbox aussi, il y en avait partout avant. Et en vrai, je me rappelle, mais même mon abonnement Dofus, je le payais en Kama et je me forçais à jouer pour rembourser ce que j'avais dépensé. Je faisais pas ce qui me plaisait, je faisais ce qui rapportait assez pour me payer le prochain abonnement. J'étais devenu esclave de ma liberté. Donc non, c'était pas mieux avant. Et vous savez, c'est quoi la vérité? C'est que un jour, je vous ai dit que Assassin's Creed Black Flag c'était le meilleur de la série, et beaucoup m'ont répondu que non. Beaucoup m'ont dit que c'était Unity le meilleur de la série. Et moi, j'avais un affreux souvenir de Unity. Le jeu complètement buggé à la sortie, ça m'avait dégoûté. Et j'ai décidé de le relancer, de donner une seconde chance à ce jeu. Et j'avais complètement oublié, mais j'ai relancé Assassin's Creed Unity et il y avait déjà des microtransactions. Et c'est la première phrase que j'ai écrite de ce script. Cette phrase, elle est restée là toute seule pendant des heures parce que je savais pas quoi dire d'autre. Dans un jeu solo qu'on avait déjà payé 60 balles, on pouvait choisir entre passer des centaines d'heures à récupérer des sommes exorbitantes ou sortir la carte bleue et passer à la caisse une deuxième fois. C'était terrifiant. Payer 10 balles pour une arme qui a été designée trop cher pour être achetée normalement. Donc non, c'était pas mieux avant. Et pour les jeux free-to-play, je conçois qu'ils ont besoin d'argent et qu'un Battle Pass c'est un super moyen d'avoir de l'argent. Il y a plein de jeux free-to-play qui ont des Battle Pass et qui font ça super bien. Les gens qui jouent au jeu n'ont pas de problème avec ce système. Mais moi je trouve que c'est directement plus compliqué quand le jeu de base il est payant. Je dis ça parce que en ce moment je me bute sur Helldivers 2 et il y a un Battle Pass, un gratuit et un payant. Et malgré le fait que je passe énormément de temps sur le jeu et que j'adore le jeu, je sais que je ne prendrai jamais le Battle Pass payant. Je me dis pas oh non, faut que je fasse des missions pour avoir assez de médailles pour rentabiliser le fait que j'ai payé. Non. Ce jeu est incroyable. Il a un Battle Pass et je sais que je vais pas l'acheter. Et donc je sais que si un jour Helldivers 2 devient un jeu qui me pousse à l'achat d'un Battle Pass, c'est également un jeu auquel je vais arrêter de jouer. Et ça vaut pour n'importe quel jeu. À partir du moment où il me pousse à acheter, je sais que je vais arrêter d'y jouer. Et c'est pas parce que le jeu est mauvais. Il y a des gens qui adorent dépenser leur argent dans des Battle Pass et des microtransactions. Il y a des gens qui ont l'argent pour ça. Il y a des gens qui aiment ça. Et quand un jeu me pousse à y passer plus de temps que j'en ai envie, j'arrête d'y jouer. Je ne vais pas acheter les armes hyper chères de Assassin's Creed Unity. Et je vais pas jouer assez longtemps pour farmer assez d'argent pour les obtenir sans sortir la carte bleue. Non. Le jeu était très bien, j'ai passé beaucoup de bon temps dessus, mais il s'arrête là. Il faut savoir s'arrêter et passer à un autre jeu. J'ai envie que jouer redevienne un plaisir, j'ai envie que jouer redevienne un temps libre. Un temps où je suis pas obligé de rentabiliser, un temps où je suis pas esclave de ma liberté.